Max Evans, bonjour Max. Max Evans. Oui, Max Evans a rassemblé toutes ses économies. Max Evans, humoriste de 24 ans. Qui est Max Evans? Max Evans, c'est moi, un jeune de 24 ans qui vient de la province, qui n'est pas parisien, qui n'est pas de la capitale et qui depuis l'âge de mes 14 ans a toujours rêvé monter sur scène, faire rire les gens, partager surtout des moments d'émotion, mais un moment avec le public vraiment où on ressent les choses. Et eux ressentent quelque chose, pas derrière un écran, où moi je me souviens des premières applauses que j'ai eues de mon tout premier spectacle que j'ai fait. Je devais avoir 12 ans, c'était en colonie de vacances. Et cette sensation-là où c'est en direct avec les gens, je pense que c'est la meilleure sensation du monde. Et moi du coup j'ai toujours un petit peu eu cette envie-là de faire rire, de kiffer. Enfin, c'est important. Les gens, s'il n'y a pas de rire, les gens sont pas forcément heureux. C'est ça qui nous fait vibrer. Au dîner de famille, qu'est-ce qui rend un dîner de famille hyper cool? C'est les blagues du tonton un petit peu bourré, c'est les blagues des jeunes, c'est les blagues des moins jeunes. Et c'est ça qui crée un contexte amusant où on garde des bons souvenirs des choses. Quand on rigole pas, on n'a pas de bons souvenirs. Bonjour Max Evans. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit vos premiers sketchs quand vous étiez lycéen à Annonay, c'est ça? C'est ça. Dès l'âge de 15 ans, vous saviez que vous vouliez faire ce métier, faire de la scène? Tout à fait, même plus petit. J'ai toujours fait rire la famille, les amis. Et puis c'est un plaisir immense de voir des gens rigoler devant nous. Et cette sensation-là, c'est celle que je retrouve quand je suis sur scène. Et c'est ce qui, je pense, me fait me lever le matin. Et votre premier public, c'était donc votre famille? C'est ça. Mon grand-père, en fait, depuis que je suis tout petit, lui, il avait beau être directeur de banque, il a toujours adoré les caméras. Il a acheté un vieux caméscope et depuis que je suis né, et c'est lui qui a toutes les vidéos. Il a filmé, parce que je suis né prématuré, donc moi, dans la salle de prématuré, et il a filmé tout ce que je faisais. Et moi, dans toutes les vidéos qu'il a, les cassettes, il y a des vidéos de moi où je me suis revu il y a pas longtemps, qui fait présentateur télé, qui rigole, qui fait des blagues. J'étais le seul de toute ma famille, de tous mes cousins, cousines, à faire l'idiot comme ça. Et mon grand-père était toujours derrière, en train de me filmer, à me dire allez, vas-y, fais, filme. Et il rigolait à mes blagues. C'était mon premier public, mon premier fan, et surtout c'était celui qui m'a en fait donné envie d'être devant la caméra, de faire rire. Et c'est mon grand-père qui, le jour de l'anniversaire de ma mère, m'a emmené sur la place du marché faire mon spectacle. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a permis d'aller faire cette première mini-scène un jour de marché où j'ai eu un premier public qui m'a applaudi, où j'ai découvert un peu cette envie de faire applaudir les gens, de rire. C'est mon grand-père qui m'a apporté ça et qui m'a soutenu tout au long, qui m'a encouragé, qui au Palais des Congrès a été là, qui avait les larmes aux yeux, qui m'a dit « je t'ai jamais vu comme ça ». Quand j'étais sur scène, il m'a dit « je te croyais pas capable de faire ça ». Il m'a dit « tu l'as fait ». Et donc moi, j'ai toujours rêvé de faire rire les gens et depuis tout petit, c'est devenu une envie, une obligation et un bout de moi-même. J'ai grandi avec vraiment une idée de la vie de tous les jours. Il faut avoir un CDI, il faut être marié, avoir des enfants, avoir un barbecue le dimanche, un dîner de famille, un gros chien. Et moi, du coup, je suis vraiment quelqu'un de simple en fait, j'ai grandi avec des valeurs familiales très simples et très modestes. Ça m'a posé beaucoup de problèmes aussi au début, puisque ce métier-là que j'essaye de faire, c'est un métier qui est tout l'opposé. C'est-à-dire que moi, c'est pas un métier fixe, ça n'existe pas un CDI, ça n'existe pas tout ça. Et donc, d'où je viens,
bien. C'est vrai que ça colle pas avec mes origines, mais je pense qu'il faut avoir des origines vraiment modestes et vraiment simples comme ça pour pouvoir réussir à partager des choses simples avec les gens. Je crois que c'est tout. C'est-à-dire que je suis pas passé par les réseaux, je suis allé dans les petits bars, je suis allé voir les gens qui buvaient un verre et puis je dis bonjour, moi c'est Max et voilà, je fais un spectacle bientôt. Fais gaffe, tu peux finir à faire entrer l'accusé avec ce genre de c'est truc. ça, ouais. En fait, vous avez voulu échapper à une vie professionnelle et familiale classique, j'ai l'impression. Vous emmerdiez en Ardèche. Ouais, c'est ça. Bon, on n'a pas de route, donc bon, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai que j'ai essayé de me Vous avez le démarquer. permis quand même. Oui, je l'ai passé là-bas. Ah, très bien. Et non, Et il paraît qu'on capte même pas Georges Lang en Ardèche. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce Mais maintenant que je suis à Montélimar, maintenant, j'essaierai d'écouter. Internet. Et ben voilà, oui. Et puis je peux écouter. Il y a du replay, oui. Vous dites, il y a une seule radio, c'est Sanglier Futé. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on capte. Et il y a que Dédé dans son Picasso qui le capte. Et c'est vrai que là-bas, on capte pas grand-chose. C'est très fermé. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé et que j'ai dit, bah voilà, je veux faire humoriste, on m'a regardé, on fait non, ici, on fait vendeur ou paysan. Et puis bon, j'avais pas la main verte, donc j'ai décidé de me lancer quand même et de pousser les portes. Ça a été très compliqué. C'est-à-dire que le moment où j'ai décidé de me lancer, c'était un moment de ma vie où j'étais entre guillemets au plus bas. J'essayais de faire des petits boulots à côté et ça marchait pas du tout. Je n'arrivais pas à tenir un taf. Je changeais tous les mois, je me faisais virer parce que je faisais soit l'idiot, soit dès qu'il y avait une relation avec le client, j'étais obligé de faire rire les clients. Je vendais comme ça. Alors je vendais bien, mais c'était pas ce qui était demandé et c'était très très compliqué. Et j'étais dans une période de ma vie où j'étais jeune. On se pose beaucoup de questions. Et j'avais cette passion-là c'était pas une passion légère, c'était vraiment un truc lourd. J'en parlais à tout le monde, je disais je veux essayer de faire ça. Ça commençait à devenir un métier. Et il y a un jour, je suis arrivé chez ma belle-mère. Et ma belle-mère m'a dit une phrase. Elle m'a dit arrête de te faire virer, premièrement. Et après, elle m'a dit t'es heureux dans ta vie là, ça te saoule pas de changer de métier tous les jours, tout le temps? Je dis bah si, mais moi c'est pas ça que je veux faire, je te l'ai déjà dit. Elle m'a dit tu veux faire quoi? Je dis bah moi je veux être humoriste, je veux être acteur, je veux faire rire les gens. Elle m'a dit bah pourquoi tu le fais pas? Je fais enfin j'essaye un petit peu. Elle me dit non mais t'essayes, t'as fait quoi pour essayer? Bah j'ai fait des petites scènes, j'ai fait ouais mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Je dis bah parce que je suis peut-être pas assez vu, je travaille peut-être pas assez mes textes. Elle me dit ok bah change de méthode. Et là j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit mais comment est-ce que je peux changer de méthode? Et elle m'a un peu donné l'ultimatum, c'est-à-dire qu'elle m'a dit on était à cette époque-là si je me trompe pas en 2022. Elle m'a dit tu te laisses jusqu'à janvier. Donc ça devait être l'été, août, et elle me dit tu te laisses jusqu'à janvier. Si à janvier t'as pas réussi à gagner ta vie avec ce métier ou à plus marcher, tu abandonnes et tu acceptes de faire un métier qui te rapporte de l'argent pour vivre, mais que tu n'aimes pas forcément. Et elle me dit et après t'en parles plus jamais. Si ça ne marche pas, t'en parles plus jamais. Pourquoi ça marche pas? Je dis bah on joue sur des petites scènes, ça marche pas. Ok, bah le problème c'est pas le public, le problème ça peut être tes textes, mais le problème si c'était les petites scènes. Là je me dis mais à part les petites scènes je peux faire quoi? Bah tous les humoristes qui en vivent, ils font quoi comme scène? Ils font les petites scènes que tu fais? Je dis bah non, ils font des zéniths, des palais, des congrès. Et là ma voix elle me fait mais fais. Je fais quoi, tu vois? Et en fait, bah, je tape. J'étais à Montélimar à ce moment-là. Je tape grande salle de spectacle. Je connaissais pas les noms plus que ça. Et je vois Palais des Congrès. Je me dis, putain, c'est immense et tout. Je vois ça. Je me dis, c'est énorme. Et là, je me dis, enfin, à ce moment-là, en fait, il y a ce personnage-là qui, ça fait un peu schizo, tu vois. Mais j'ai vraiment ce personnage-là qui prend partie de mon corps, qui appelle. Direct, comme si normal, qui prend une voix très sûre de lui alors que j'étais très timide et qui fait oui allô bonjour, est-ce que c'est possible de prendre un rendez-vous pour réserver la salle de spectacle? Ça se passe pas comme ça mais voilà. Et la personne au téléphone, coup de bol, me répond oui si vous voulez vous pouvez passer tout d'abord visiter machin, passer. Oui je peux passer à quelle heure? 14h, très bien, j'arrive. Je fonce à la salle de spectacle, j'arrive. Alors, je rencontre, il s'appelait Fabrice. Donc, je dis bonjour Fabrice et tout. Il me dit bonjour, du coup, vous êtes quelle production et tout? Alors, pour le moment, on est en train d'y réfléchir. Et là, je commence à dire on. Et je commence à partir tout seul dans une partie de mytho, c'est-à-dire, et je rentre dans la salle de spectacle et là, j'ai une sensation quand je rentre dans ce palais des congrès là, où tu sens
une force. Il me fait visiter, je vois les sièges, je vois la scène. Et là, quand je monte sur la scène qui est vide, il y a rien. Je me souviens de cette réaction que j'ai eue où je me suis dit waouh, la puissance, le bonheur, la joie. Je me suis dit en fait c'est une drogue ce truc et il y a pas de public là. Et direct je me suis dit il me faut cette salle. C'est-à-dire que là, j'allais rentrer, je savais pas comment fallait négocier ou autre, donc il me fait tout visiter. Bon, je suis hyper content et je vais dans son bureau avec lui. Il me dit ok, alors comment on fonctionne, quelle production, c'est pour quelle date, enfin d'où ça vous vient comme ça, c'est quoi votre nom? Alors je dis moi bonjour, je m'appelle Maxime, je souhaiterais réserver du coup le Palais des Congrès puisque c'est un grand humoriste qui je commence à devenir le mytho mais devant la table quoi. Mais en fait je suis envoyé par plusieurs humoristes que je connais, je sais pas si vous connaissez, enfin des grands noms dans l'humour, que je lui avais balancé quasi tous les noms des humoristes. Je dis parce que j'ai fait un repas avec eux samedi dernier et je leur ai dit voilà, je veux me lancer, me différencier et ils m'ont conseillé cette salle de spectacle et là je dis une phrase qui après quand je leur ai dit à ces humoristes-là, quand j'ai pu les rencontrer, ils ont rigolé. Et j'ai dit par contre Fabrice, entre nous, tous ces humoristes-là m'ont dit que le Palais des Congrès à Montélimar, c'est la meilleure salle de spectacle qu'ils aient fait de toute leur carrière. Mais c'est du jamais fait. Aucun humoriste n'a jamais loué, en n'étant pas connu, une grande salle. Et surtout, aucun humoriste tout court a loué une salle seule sans production. Sauf que moi, j'ai oublié un truc, c'est qu'il n'y a pas que la salle, il n'y a pas que le public, il y a une technique. Mais il n'y a pas que le technique, il y a un truc qui s'appelle le catering, c'est le repas. Et quand tu loues une salle de spectacle, il faut un repas pour toute l'équipe technique, etc. Moi, ça, je l'ai su que bien plus tard. C'est-à-dire que là, déjà, le premier truc que j'ai fait, je me suis dit, c'est l'affiche. Donc j'ai appelé un photographe du coin, un petit photographe hyper sympa qui faisait dans son grenier, vraiment il avait une petite pièce, je me suis dit waouh, je vais où quand je monte, et il m'a fait un shooting photo extraordinaire. Et là j'ai dit j'ai vu les photos, j'ai dit waouh, il y a un truc sur les images, il y a un truc, je crée l'affiche. Le nom du spectacle, fallait trouver un truc, donc je savais que je faisais un one man show, je savais que je m'appelais Maxime. Du coup j'ai dit on va faire One Max Show. C'est bien ça, One Max Show, ok. Et après, on m'avait demandé mon nom de scène. Et fallait que j'y réfléchisse à un nom de scène. Très compliqué à trouver le nom de scène. J'ai réfléchi un peu à tous les grands noms. Kev Adams, Gad Elmaleh, tout ça. J'ai regardé un peu sur Internet. La plupart, ils ont pris un bout de leur vrai nom. Et après, ils ont pris un nom qu'ils ont soit aimé, soit trouvé. Moi, du coup, je me suis dit, il faut que je me différencie. Donc, je vais prendre un bout de mon vrai nom. Et je vais prendre un bout qui va me différencier. Tu vois, pour pas faire comme tout le monde, j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris Max. Et le nom de famille, au début, j'avais essayé plein de trucs, ça marchait pas. J'avais essayé Max Show, j'avais essayé Max, enfin plein de trucs qui pouvaient rimer avec. Et j'ai réfléchi à comment est-ce que je pouvais trouver un nom de scène. J'ai demandé à ma mère et ma mère, elle m'a dit ton nom de scène, tu peux le trouver comme nous, on a pu trouver ton prénom. Je dis mais vous l'avez trouvé comment? Elle m'a dit nous dans la famille quand on cherche un prénom pour nos enfants, on sait que les enfants ça fait des bêtises ou autre, donc on crie le prénom à l'avance, voir si ça sonne bien. Et je me dis mais c'est pas con ça, parce que le public en vrai, c'est un nom il faut qu'il crie, il faut que ça passe bien, il faut que anglais, français, espagnol, tout le monde arrive à bien le prononcer. Du coup j'essaye les noms, je crie, waouh lui pas du tout, tu vois. J'avais écrit Max Crazy. Je me suis dit crazy fou en anglais, un peu bilingue. Et là, je crée le nom et je me retrouve seul dans les toilettes parce que c'est beaucoup dans les toilettes où j'arrive à m'inspirer. Et dans les toilettes, je me retrouve à faire Max Crazy. Messieurs, dames, veuillez accueillir ce soir Max Crazy. Et là, je me dis, entre la résonance du PQ et des chiottes, ça va pas du tout. Il y a un truc qui va pas. Et pour me détendre, je regarde un film qui s'appelle Avenger, donc il y a des super-héros dedans. Et moi, je me suis toujours représenté le Captain America, le super-héros, enfin moi, je me suis imaginé un peu musclé, un peu beau gosse, un peu moi, quoi. J'ai honte de dire ça, mais non, pas du tout. Et cet acteur-là, il s'appelle Chris Evans. Et je me dis, mais en vrai, on a tellement de trucs en ressemblance que je peux lui piquer un morceau de son nom. Du coup, j'ai essayé Max Chris. Veuillez accueillir Max Chris. Non, ça fait plus chanteur, tu vois. Et je tente le Max Evans. Et je me dis, non mais fou, Evans, ça fait un peu penser à la chaussure et tout. Et là, je le crie, je fais Max Evans. Et en fait, là, j'ai direct eu le truc de... Et la petite voix que j'avais en moi depuis le début est revenue à ce moment-là.
Et c'est là où j'ai senti que Max Evans se créait. C'est-à-dire que là, c'était devenu le personnage, il y avait le nom, l'image qui commençait à se faire, le culot. Et je commence à me dire, ok, maintenant, on a tout installé. Première grande salle, qu'est-ce que je fais? J'ai peu de temps, j'ai pas d'argent. Comment est-ce que je trouve de l'argent? Comment est-ce que je fais tout ça? J'avais mon appart, j'avais une voiture, j'avais quelques petites économies mais légères, j'avais un super téléphone, puisque quand on n'a pas d'argent, on achète le dernier téléphone. Et dernier réflexe que j'ai eu, je me suis dit, Max, t'as 4 mois pour préparer le truc, il faut que tu trouves 5000 balles, qu'est-ce qu'on fait? J'ai décidé de vendre ma voiture, de pas payer mes loyers pendant 4 mois, de toucher les aides, etc., de tout mettre de côté, vendre mon téléphone, ma télé, tout ce que j'avais. Je suis allé à EasyCash, tous les jours j'allais à EasyCash et je vendais pour 20 balles, 30 balles. J'ai tout cotisé et je me suis retrouvé à habiter dans un sous-sol. Toutes les radios, tous les trucs me disaient non, sauf une petite radio locale qui était à Montélimar, qui s'appelait Soleil FM, qui m'a dit Max, écoute, c'est super courageux, bon, c'est du jamais vu, est-ce que ça t'intéresse de venir en parler à la radio? C'était le seul truc que j'avais, on a approché, c'était à 1 mois du spectacle à ce moment-là. Donc là, je me dis, il y a 0 com, 0 place de vendu. D'accord? J'avais ouvert une billetterie sur la Fnac, 0 place. Je me dis, c'est mort, je vais devoir arrêter, je vais jamais pouvoir vivre de ça, je vais devoir trouver un taf hyper compliqué. J'arrive à l'interview dépité. Pas bien, vraiment j'étais pas bien, qu'est-ce que je vais faire? Et à l'interview, le mec est très gentil, il me parle, mais j'étais pas vraiment présent. Je lui raconte le truc et il me dit les places se vendent bien. Je fais oui, ça se vend bien, les gens sont contents, etc. Je finis l'interview, il la diffuse, c'était une petite radio locale. Hein. 2 jours après, je suis chez moi, je me dis bon, c'est mort, je regarde, allez, faut annuler. Je commençais déjà à me dire faut annuler, j'en pleurais, j'étais pas bien, je me dis putain, c'est un rêve, je le touche du doigt, je vais pas y arriver. Et il y a mon téléphone qui commence à sonner. Et je dis, putain, c'est quoi ce numéro? Je connais pas et tout. Tac, je réponds. Oui, bonjour, Europe 1. Il est 6h36 sur Europe 1. Il a l'audace de son jeune âge à Montélimar. Demain soir, vous pourrez voir sur la scène du Palais des Congrès un humoriste quasiment inconnu. Le jeune Max Evans a cassé sa tirelire et même contracté un emprunt pour louer la salle et ses 1500 places avec l'idée de lancer sa carrière. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans la Drôme, Jean-Luc Boujon. Max Evans, 22 ans, c'est un look à la Kev Adams, c'est des vannes de sa génération sur les youtubeurs ou les influenceuses. C'est aussi un jeune homme ambitieux. Après seulement une poignée de spectacles dans des bars de la Drôme, il a décidé de voir très grand en louant pour samedi soir le Palais des Congrès de Montélimar, 1500 places. C'est la grande salle où Kev Adams a joué, Alban Ivanov a joué. C'est un coup de poker, hein. C'est soit ça marche et ça plaît aux gens, soit ça ne marche pas et je dors dans une tente que je sois. Le tout avec ses propres économies. Il faut compter minimum 10 000 euros pour vraiment les frais de base. Donc c'est vrai que c'est à coup d'économie, surtout quand on est jeune, c'est très compliqué. Et de crédit. Une banque m'a accepté le prêt. Il y a des gens qui vont peut-être investir dans l'immobilier ou autre. Moi, j'ai décidé d'investir sur ça pour que ça devienne mon métier et que ça puisse marcher. Les gens kiffent, ils applaudissent à certaines vannes, alors que c'était un spectacle qui était pas professionnel, qui était c'était des bouts de spectacle que j'ai écrits depuis que je suis tout petit, et je réussis à faire applaudir les gens et tout le spectacle se passe très très bien. Je suis très à l'aise, je vois pas le temps passer. Et là, j'arrive à la fin du spectacle et je vois que les gens applaudissent, se lèvent, applaudissent et tout. Et il y avait une musique que j'avais mis de fin aussi, qui était aussi un peu dans l'émotion. Il y avait des confettis qui pétaient sur les côtés. Et je vois que les gens sont hyper contents. Aujourd'hui, on a fait l'avant-première du One Match Show au Palais des Congrès à Montélimar.
des Congrès de Montélimar. J'ai fait le Palais des Congrès à Montélimar aussi. C'est-à-dire qu'il y avait 1000 personnes. C'est ça, tout à fait. Et vous avez quand même sur 1000 personnes, il y avait 400 exos, on va dire des personnes invitées ou gratuites, mais il y avait 600 places vendues. C'est ça, tout à fait. Mais c'est énorme, 600 places quand personne vous connaît. C'était censé en avoir 200 à peu près. Moi, j'ai pas voulu le savoir parce que je gère tout. Je suis producteur, régisseur. Je faisais même la cuisine pour toute l'équipe technique juste avant. Et après, juste avant d'entrer sur scène, on venait me voir pour me dire Max, il y a un problème sur le placement, comment on fait? Et je voulais pas savoir combien de personnes il y avait. C'est juste le moment où je suis rentré dans la salle et où là j'ai vu une foule et j'étais hyper Mais alors, pourquoi ils sont venus comment les gens alors? Parce que j'ai tous payé un par un. Non, parce que je pense que c'est la communication qui est autour et puis j'essaye de donner du bonheur aux gens, donc ils l'ont peut-être ressenti. Du coup, dans l'avancement, après le Palais des Congrès, on me dit qu'un humoriste a un passage obligatoire, c'est le Festival d'Avignon. Donc là, moi, je suis un petit peu perdu. On me dit que voilà, faut payer. C'est 10 000 € à peu près un Festival d'Avignon, qu'on récupère pas toutes ces billes. C'est quasi impossible, mais moi il y avait de l'espoir puisque je faisais parler de moi, etc. Et donc je fais le Festival d'Avignon qui se passe pas méga bien en vrai puisque j'étais pas dans un théâtre adapté à moi, je m'étais fait arnaquer, tout se passait mal, c'était horrible. Pourtant j'avais essayé de faire un coup de buzz, j'avais loué pour la première fois de ma vie des 4x3 donc dans tout Avignon. Genre Max Evans c'est à tel théâtre de telle heure à telle heure. Donc j'ai eu du monde, mais c'était en fait un théâtre plus de théâtre. Et du coup, tout ce qui était one man, etc., c'était à l'opposé, donc les gens venaient pas forcément, et c'était très compliqué. Mais le Festival d'Avignon a été l'un des moments les plus durs de ma vie puisque j'ai appris à jouer devant une personne dans le public, devant 20 personnes, jouer devant 1000 personnes, 3000 personnes, c'est facile. Jouer devant 1, 20, 30, c'est le plus dur. Maintenant, j'ai fait ça, faut pas s'arrêter. Pas là, surtout que du coup mon dilemme on arrivait au bout. Là on est en janvier. Est-ce que j'arrive à en vivre? Est-ce que ça marche assez? Ou est-ce que je dois arrêter et retourner travailler dans un magasin ou autre? Et en fait, j'ai fait tellement d'articles, tellement de communication que du coup, j'ai eu une petite image et il me fallait, pour continuer, une attachée de presse. Du coup, je cherche en tout cas comme un grand professionnel que je suis, je tape sur Google comment trouver une attachée de presse et là, ça me propose 20 000 numéros. J'appelle tous les numéros et bonjour, je suis Max Evans, vous êtes qui? Max Evans, j'ai loué le Palais des Congrès à Montélimar. Moi, je sais pas. Et non, on veut pas. Je tombe sur une attachée de presse qui me dit on se rencontre. Au début, elle me promet des choses où je me suis dit c'est impossible. Elle me dit je vais te faire de la télé, je vais t'emmener loin. Je dis oui, j'en parle un peu autour de moi. On me dit non, arrête, c'était un coup de bol ce que t'as fait, c'était très bien, mais arrête. Va pas plus loin, prends pas plus de risques. T'as ma famille qui était des sommes immenses, eux ils mettent ça de côté, ils aiment pas, mais arrête, fais pas plus. Et j'ai Max Evans qui est là qui me dit t'inquiète, ça va, vas-y. T'attaches cette presse là, 2-3 mois après qu'on ait fait, elle m'a trouvé d'autres interviews, etc. Elle me dit j'ai une émission pour toi, j'ai France 3, Rhône-Alpes, qui est ok de te prendre. Alors jusqu'à présent, vous vous êtes produit plutôt dans des petites salles de la région, mais cette année, vous avez décidé de passer aux choses sérieuses. Le Palais des Congrès de Montélimar, le Zénith de Saint-Étienne, le Palais des Sports de Paris, des salles que vous louez avec vos propres deniers, c'est ça? Expliquez-moi. Tout à fait. Alors, j'ai pris le pari fou de me dire que s'il faut se lancer, il faut tout tenter. Je pense que c'est un milieu où maintenant il y a énormément de gens. Je me suis dit l'année dernière, je tente tout maintenant ou j'arrête. Il y a des gens qui achètent des appartements, des voitures, d'autres des téléphones. Moi, j'investis, je pense sur moi-même. Ça peut ne pas marcher, mais je me suis lancé sur du coup les plus grandes salles où il y a les plus grands et où il y a encore les plus grands. Et peut-être que c'est ça qui m'emmènera loin. Alors pourquoi est-ce que vous avez voulu jouer votre premier one-man show dans des salles aussi grandes que les Zéniths? C'est pas un peu risqué dans la mesure où vous êtes encore inconnu? Alors si. Et vous en êtes conscient, au moins. C'est ça, et c'est sur ça que je joue, évidemment, sur le fait de ne pas être connu et de la surprise des gens, de se dire c'est qui ce type, il est peut-être très mignon, mais il est pas connu, et de se dire allez, on va le découvrir, et ce qui est en soi une bonne chose puisque je suis très très drôle. C'est vous qui le dites. Votre premier grand rendez-vous avec le public, c'était le 14 janvier dernier, c'est ça, au Palais des Congrès de Montélimar. Vous y retournerez d'ailleurs début 2024. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que le public était au rendez-vous et est-ce que c'était des débuts prometteurs? Un stress immense. Surtout que comme je gérais un peu tout, que ce soit la technique, que ce soit le placement, on s'attendait à sincèrement 200 personnes.
maximum, ce qui aurait été déjà très bien. Le soir même, on était à un peu plus de 1000 personnes avec les invitations. Donc là, on était à 600 places, un peu plus de 600 places vendues et plus de 1000 personnes. C'était un public qui était fou, formidable. Ils ont mis le feu, ils ont rigolé, ils m'ont applaudi. Et je tiens à remercier tout de même ce public-là, même à tout mon futur public, parce que cette sensation-là, je la retrouverai, je pense, jamais ailleurs. Quelques semaines après, mon attaché de presse me rappelle et me dit il y a quelqu'un de Paris, une grosse émission de télé, qui veut te prendre. Je dis c'est qui? Enfin, je connais pas trop. Il me dit c'est Laurent Ruquier. Wow. Et là, je me dis on rentre dans une autre cour. C'est-à-dire que je passe de France 3 qui a fait reparler. Et là, il y a Laurent Ruquier qui a demandé de voir mon spectacle du Palais des Congrès qui était filmé. Merci encore une fois Adam de l'avoir filmé. Sans ça aurait été mort. Il l'a regardé. Il l'a aimé. Il m'a pris dans son émission. Et alors j'aimerais que quand même que vous nous disiez si c'est vrai ou pas ce qu'on raconte. C'est-à-dire que vous avez loué les Zéniths vous-même à 22 ans. Vous êtes dit, moi, plutôt que de passer par des petites salles, même si quand même vous avez dû en faire des petites salles dans votre région, j'imagine, du côté de l'Ardèche. C'est ça, tout à fait, en Ardèche. Voilà, puisque vous venez de l'Ardèche. Vous êtes dit, moi je vais me produire tout seul, je vais louer des Zéniths, et puis on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait je me suis dit qu'il y a tellement de gens talentueux comme ici, enfin il y a des gens qui sont dans le milieu. Là, il y a des humoristes confirmés. Voilà. C'est ça. Et pour se lancer. Alors, il y en a un qui fait le petit gymnase, et vous faites le Zénith. Essayez de m'expliquer. Il mérite à la fin de l'émission. Non, il mériterait, je pense, plus que moi de les faire. Après, moi, voilà, j'ai décidé de me lancer pour deux raisons. La première, c'est que je veux faire rire le maximum de monde, et la deuxième, c'est que je me dis que ça peut peut-être me démarquer. Donc, j'ai fait des prêts. Alors, je viens pas d'un fils, je suis pas un fils de papa ou maman. Hein. Ma mère, elle est aide-soignante. Si, forcément. Non, malheureusement, non. J'aurais bien aimé que ce soit Brad Pitt, mon père, mais non, mon père il est absent, l'un des métiers les plus connus du monde. Et c'est vrai que du coup, moi c'était un peu compliqué, donc j'ai essayé de me lancer, j'ai fait des prêts, j'ai vidé toutes mes économies, j'ai vendu mes voitures, j'ai même vendu mes téléphones, et je suis allé au Zénith, au Palais des Sports aussi à Paris. Quand je suis arrivé au Zénith, c'était ouf. C'est-à-dire que même les loges faisaient la taille de ma maison, d'accord ? Il y avait une baignoire dans les loges. C'est des loges où beaucoup d'artistes sont passés. La salle était immense. Je me revois dans cette salle, les sièges. Même si tu filmes, tu vois pas tous les sièges. T'es obligé de quadriller comme ça en panorama. Et du coup, moi, j'étais très impressionné. Je savais que de juste passer la porte du Zénith, c'était de franchir le cap de la cour des grands. Que mon nom sera vraiment attaché à ça pour toujours et à jamais. Que même si tout s'arrêtait là, au moins, Max Evans aura fait un Zénith. Et Max Evans sera allé au bout de ses rêves. Et Max Evans aura fait ce que personne n'a jamais fait. Et ça, c'est un truc où je me suis dit, on pourra jamais me l'enlever. Même si quelqu'un d'autre fait pareil, on pourra dire non. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Un mec plus fou que toi? Ouais, Max Evans. J'ai failli tout perdre. J'avais 1% de chance de remplir un palais des congrès. 1% de chance de remplir un Zénith. J'avais 1% de chance d'avoir une maladie génétique rare. Et sur les 3% de chance, j'ai eu les 3. Donc il y a du bon, il y a du mauvais. Quand j'ai fait ce Zénith-là, j'étais très content. Je l'ai pas savouré, sincèrement, puisque j'avais en fait compris avec le temps que
c'était pas le bon mode de fonctionnement, que c'était pas ce qu'il fallait faire. J'avais envie de donner autre chose, de donner une vraie histoire, de me créer une image beaucoup plus proche du public. J'ai besoin d'être proche du public. J'ai besoin de partager des choses et de ressentir. Quand c'est trop grand, tu ressens beaucoup moins. C'est un point que j'ai vraiment hésité à aborder avant même d'en parler dans mon histoire, dans mon documentaire. Depuis tout petit, j'ai décelé vers l'âge de 12 ans, 13 ans, une perte de fer et de sang dans mon corps, mais très très grave. C'est-à-dire que ça me mettait dans des cas vraiment où je risquais l'AVC, où j'avais plus de sang dans le corps, où je tombais dans les pommes, où ça allait plus. On comprenait pas d'où ça venait et c'était très compliqué. J'ai grandi avec ça où ça me faisait énormément saigner du nez aussi, ça me fatiguait énormément et les médecins me disaient voilà, faut pas bouger, on trouve pas ce que c'est. Ils avaient beau chercher, ils trouvaient pas. Et il y a pas si longtemps que ça, là il y a quelques mois, donc en octobre 2024, on fait un visio. Et je vois que le médecin qui, elle, m'avait dit, il y a 1% de chance de l'avoir, je suis spécialisé dans cette maladie-là, c'est sûr, vous ne l'avez pas. C'est sûr et certain. Je connais la maladie, vous avez pas les symptômes et tout. Et là, je vois qu'elle est dépitée un peu au téléphone, que elle sait pas trop comment me dire quelque chose. Je dis, bah, dites-moi, il y a pas de souci. Enfin, je suis ouvert à tout. Et là, elle me dit, bah, vous aviez 1% de chance de l'avoir. Vous l'avez. Cette maladie génétique rare s'appelle la maladie du Rendu-Osler, mais elle a un variant spécifique, la mienne. Donc c'est un variant qui change la maladie, un variant que moi j'ai créé, que du coup mes parents ont créé en le faisant, qui du coup a aggravé beaucoup mon cas, a aggravé ma santé. Cette maladie qui en fait explique tout depuis le début, mais qui en fait fallait faire des examens très poussés. Là, j'ai eu un plus gros suivi et du coup de plus grosses explications. Où on m'a dit, Maxime, c'est très compliqué, votre métier vous demande d'être énergique, d'être sur scène, d'avoir des temps de sommeil et d'adaptation plus compliqués que d'autres. Faut faire très attention, votre corps va pas supporter autant de temps. À savoir que cette maladie-là, je le sais d'avance, à partir de 50 ans, va se dégénérer. C'est-à-dire que il va y avoir les reins, les poumons qui vont s'abîmer, qui vont avoir vraiment de grosses usures. Du coup, je sais, mon médecin m'a dit clairement, là, pour le moment, on a fait tous les tests, vous avez de la chance, vous n'avez pas encore les organes à toucher par cette maladie-là, mais ce qui est sûr et certain, de toutes les expériences qu'ils ont, de tous les séminaires qu'ils font en Amérique, à partir de vos 50 ans, vous l'aurez. Mais là, il faut faire très attention parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas arrêter la perte de sang. À force de faire des transfusions sanguines, votre corps, ça use. Au bout d'un moment, je vais créer des anticorps. Sauf que moi, le problème qu'il y a, c'est que si j'en fais pas, je meurs. Si j'en fais, ça va abîmer mon corps et au final, je vais mourir. C'est important pour moi de partager ça et je veux jusqu'au bout montrer que ce soit à mes enfants, même si je meurs jeune, je veux montrer l'image qu'on soit malade, qu'on soit perdu dans notre vie, qu'on n'ait aucune chance de faire quoi que ce soit, que 1, tout est possible, que 2, même en étant au plus mal, il y a une seule chose que tout le monde peut faire, riche, pas riche, malade, pas malade, c'est sourire, s'amuser, profiter de la vie et vivre les moments présents. J'ai eu ma première fille en 2023, donc qui s'appelle Théa, et mon fils que j'ai eu quasi un an après, qui s'appelle Zach. Il y a une petite spécificité, et c'est un pur hasard, ma fille quand elle est née, j'ai fait mon tout premier palais des congrès qui était quasi rempli, ce qui est quand même quelque chose de... moi j'ai vu ça comme un signe, c'est-à-dire que quand elle avait quelques jours, elle s'est retrouvée en loge d'une des plus grandes salles de France, quasi remplie. J'ai trouvé ça vraiment spécial parce que c'est vrai que c'est même pour elle commence une vie dans les loges, ce qui annonce quand même l'avenir assez cool. Moi j'ai commencé ma vie dans des champs avec des vaches et elle commence une vie avec des choses grandioses et c'est l'objectif de toutes les personnes qui ont des enfants et je m'attendais pas à, quand j'ai eu Zach mon deuxième, à l'avoir pile quand j'ai fait mon tout premier zénith
Ce qui était quand même, je me suis dit, soit c'est chelou, soit c'est Dieu qui me dit, t'as un enfant à chaque spectacle. Et c'est là où il faut faire attention parce que j'ai beaucoup de spectacles. Donc si j'ai autant d'enfants que de spectacles, voilà, quoi, je vais éviter de faire des tournées. Ça peut être compliqué. Je me présente, je m'appelle Max Evans. Je sais ce que vous avez dit direct quand je suis rentré. Un beau gosse. Alors voilà, moi je suis hyper chaud patate. Je suis vraiment très content d'être là au Fridge. Même si hier soir j'ai passé une soirée de merde. Je suis sorti en boîte à Paris. Il y en a qui vont en boîte un peu de temps en temps ici à Paris. Par applaudissement, ouais. Elle a dit ouais, t'as dit quoi? Non. Elle a fait. Vous êtes ensemble? Oh putain, lui il m'a fait. Ça, c'est le type de meuf qui, dès qu'il y a sa musique en boîte, elle se met à danser comme un spaghetti trop cuit. Oh, dja dja, y'a pas moyen. C'est vrai que j'avais besoin de faire quelque chose qui me ressemblait plus et qui venait de moi, qui venait moins de la capitale aussi, mais de la province. C'est vrai qu'à Paris, il y a quelque chose qui se faisait beaucoup. Tous les grands humoristes qui avaient un grand nom, qui avaient fait de grandes choses ou de choses uniques et exceptionnelles, ont ouvert leur comédie club qui marchait extrêmement bien. Je pensais pas qu'on pouvait avoir autant de public toutes les semaines régulièrement. Et moi, je viens de la province. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de province qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au Zénith, à savoir que c'est très cher. Moi, je pense beaucoup aux familles, puisque j'ai grandi en famille, que bah voilà, une sortie en famille, si c'est 40 € la place, ça va vite cher. Et que les gens, entre la route, le trajet, le temps, voir s'ils prennent une nounou, c'est une soirée qui va quand même assez vite. Que les comédie clubs, beaucoup de gens en province ne connaissent pas, puisque c'est souvent soit à Marseille, soit dans des grandes villes. Je parle du vrai comédie club, hein, pas les comédie clubs itinérants qu'on peut voir dans des restaurants ou des bars. Le concept, c'est un lieu qui est dédié à la scène. Je suis allé dans une petite ville qui s'appelle Mirepoix. Donc voilà, même les Mirapiciens qui vivent là-bas ne connaissent pas Mirepoix. C'est tellement perdu que quand je suis arrivé là-bas, j'ai été déboussolé. Je savais plus quoi faire, j'avais pas le rythme là, j'étais inconnu au bataillon. Et comme j'ai dit, bah, c'est une addiction, la notoriété. Et quand on se retrouve en fait à revivre normalement, et bah, c'est là où j'ai compris pourquoi j'écrivais et pourquoi je faisais tout ça. C'est en fait, c'est la vie de tous les jours qui m'inspirait, c'est la sincérité, c'est la simplicité. C'est-à-dire que je viens de la simplicité. J'ai beau avoir été emmené dans le milieu, entre guillemets, des stars, même beaucoup trop tôt, je suis quand même attaché à cette simplicité-là de la vie. Ma petite voix, elle m'a dit, Max, tu penses pas qu'il faudrait créer un lieu où les gens puissent venir se détendre quand ils veulent, rire et être proche de l'artiste? Je dis, mais il y a quoi comme mieux comme ça? Moi, je parlais Zénith, je parlais Palais des Congrès, et là, je pense au Comedy Club. On en entend beaucoup parler à Carcassonne, le Evans Comedy Club, le tout nouveau comédie club de la ville, ouvert depuis quelques jours, un véritable lieu dédié aux soirées humour, l'endroit idéal aussi pour vous détendre autour d'un café ou tenter vous-même de faire rire lors des scènes ouvertes. À l'origine du projet, Max Evans, humoriste de 24 ans, produit par Kev Adams. On a voulu savoir ce qui lui avait donné envie d'ouvrir son comédie club à Carcassonne. C'est surtout le public qui a besoin de rire, les gens qui ne sont pas encore habitués à ça. Moi, je viens d'Ardèche, alors pour ceux qui ne voient pas où est l'Ardèche, je vous rassure, Waze non plus. Et je sais ce que c'est de pas avoir tout d'accessible à côté de chez soi. Et là, je propose aux gens de ne pas être obligés de payer très cher une place pour voir un spectacle ou des humoristes, ou alors d'aller très loin pour pouvoir rigoler. On a tous le droit de passer une bonne soirée, on a tous un patron qui nous fait chier, et le Evans Comedy Club est là pour y remédier. Evans Comedy Club au 121 avenue Franklin Roosevelt à Carcassonne. C'était complet pour la dernière soirée. Prochaine session humour demain soir dès 20h30. Vous pouvez réserver sur Facebook et Insta Evans Comedy Club. Voilà pour l'essentiel. Le lendemain et jusqu'à la fin de la semaine, je suis harcelé d'appels. Tous les journalistes. Et là, je commence à faire radio, télé, à avoir des partenariats, à avoir le public aussi qui soutient sur les réseaux. La totale. Et premier week-end, complet. Deuxième week-end, complet. Troisième week-end, complet. Quatrième week-end, complet. Et là, je me dis, putain, mais on est sold out tous les soirs. C'est quoi cette folie? Et je passais à la radio, on continue. Et dès qu'il y avait un événement, une soirée, les gens parlaient. Et plus les gens venaient, plus ils passaient de bons moments, plus ils en reparlaient. Et j'avais des gens qui revenaient en disant, oui, y a Colette qui nous en a parlé, du coup on est venu. Et ils viennent découvrir, et de tous les âges. Sincèrement, je sais pas, après ce documentaire, comment ça va se passer, comment ma santé va évoluer, si je serai encore là dans 10 ans ou pas. Je sais que tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait avec le sourire, avec le cœur, avec l'envie de partager des choses aux gens. Je viens d'un milieu modeste, je viens de nulle part. Mais si je fais ce documentaire, c'est pour laisser une trace. C'est pour montrer et prouver que dans la difficulté
ou dans la réussite. Que tu viennes de province, que tu viennes de la petite campagne du coin ou de la plus grande ville du monde, que tu aies des contacts ou non. Si tu as ton objectif, si tu y crois, que tu sois plombier, humoriste, acteur, chanteur, je suis la preuve vivante que tout est possible. Coupé. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est tout bon pour vous? Merci les gars, vous avez été top. Bon, faut que je vous laisse là, moi j'ai pas le temps, faut que j'aille louer des zéniths. Mais on s'appelle, merci. C'est bon, il est parti? Putain, qu'est-ce qu'il nous casse les couilles quand même avec ces histoires de merde, le mec quand même, il est un peu... Vous l'avez vu ou pas? Un peu, ouais?